Bienvenue aux derniers arrivants de cette masterclass. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on attende encore une minute, que le maximum de personnes nous rejoignent. Il est déjà 9h03 et puis on va commencer cette masterclass donc, sur le signe des compétences dans le marketing digital. Vous avez les différents intervenants qui sont affichés sur votre écran. C'est Jérôme qui va inaugurer l'introduction de cette masterclass. Et puis après, on réalisera la table ronde et Louis conclura brillamment sur cet événement. Je le précisais également, vous avez un module de discussion, vous avez aussi un module pour poser vos questions et réponses. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions au fur et à mesure de la masterclass. On y répondra soit pendant notre intervention, soit à la fin. On gardera quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas et justement, profitez de ce moment qui vous est donné avec les différents experts, que ce soit Chloé, Annie ou les directeurs des formations pour vraiment adresser toutes les questions que vous souhaitez en lien avec la thématique, évidemment, de notre webinaire. Je vous propose qu'on commence, Jérôme, ça te va? Très bien, parfait. Merci Mathieu. Et donc, effectivement, je vais introduire ce webinaire. D'abord, bonjour à toutes et tous. Et surtout, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. On a enregistré plus d'une centaine d'inscrits. Donc, effectivement, ça souligne l'intérêt toujours vif pour les métiers du digital. Et donc, on espère que beaucoup d'entre vous vont nous rejoindre rapidement. Alors, au nom de Media Institute et de Vinci Executive Education, je tiens à vous souhaiter la bienvenue ce matin pour ce webinaire qui va être consacré aux compétences pour travailler dans le marketing digital. On a un peu l'impression d'avoir déjà fait ce constat ces dernières années, mais on a un problème qui est plus que jamais d'actualité parce que le numérique, certes, prévoit plus de 200 000 recrutements d'ici 2027, donc dans les mois et années qui arrivent, mais en même temps, on a une vraie pénurie de talents. Et selon les derniers chiffres de l'Institut Montaigne, c'est à peu près 10% d'offres d'emploi qui sont non pourvues. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en plus, c'est vrai qu'on a une vitesse à laquelle évoluent tous ces métiers, et notamment le marketing digital, qui nécessite de travailler le socle de compétences. Alors, quand on parle de socle de compétences pour le marketing digital, on parle de la maîtrise de l'écosystème, le système marketing, communication, digital média. On parle du data marketing, on parle de l'expertise, des expertises d'ailleurs, qui sont certifiées par Google, ou encore la bonne compréhension des attentes clients. Et en fait, l'idée, c'est justement de rendre toutes ces compétences les plus pérennes possibles pour que, effectivement, l'employabilité dans le marketing digital soit la meilleure possible. Et ça souligne donc, évidemment, le besoin de formation, et ça nécessite aussi d'accepter de revenir se former régulièrement et d'être toujours à la page sur ces compétences. Et depuis le 1er janvier de cette année, en fait, Media Institute et le pôle Léonard de Vinci ont noué un partenariat qui s'est fait sur la base de valeurs communes, ces valeurs étant la place de l'humain, la qualité et l'expertise des savoir-faire, le fait de promouvoir justement une communication qui soit à la fois efficace et aussi éthique, durable et respectueuse des individus. Et c'est justement dans ce cadre qu'on propose le programme en alternance, on reviendra dessus, le programme en alternance chef de projet digital, qui est un titre RNCP de niveau 6 et qui se déroule sur un an, environ 400 heures de cours, et dont le financement est justement pris en charge par nos entreprises partenaires.
Alors, cette formation, elle a pour but de faire monter justement en compétences en marketing digital, en médias et en communication responsable. Et il s'agit d'un véritable tremplin vers l'emploi. On va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui, avec 91% d'employabilité, c'est à noter, hein, c'est toutes les personnes qui ont trouvé un emploi dans les 6 mois. Et c'est un programme qui a quand même déjà plus de 800 alumni et qui a une particularité, c'est l'accompagnement personnalisé qu'on propose justement en parallèle de la formation. Et j'ajoute que cette alternance, elle forme notamment à des métiers qui sont dans le top 20 des métiers qui recrutent le plus en France actuellement, parmi lesquels chef de projet, chargé de communication, community manager, etc. Voilà, maintenant, sans plus attendre, je vais laisser la parole justement à Mathieu Réfé, qui va introduire le webinaire du jour. Si j'allume pas mon micro, ça ne va pas le faire. Merci Jérôme pour cette introduction. Donc moi, je suis Mathieu, je suis notamment le directeur pédagogique de la formation que vient d'évoquer Jérôme au sein de Media Institute. Je suis accompagné pour cette table ronde et cet échange de Chloé et de Annie. Et je vais laisser Chloé se présenter et puis Annie se présenter également brièvement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, écoutez, je suis ravie de participer à ce webinaire. C'est ce sujet si passionnant qui m'anime au quotidien. Donc, moi, je suis Chloé, je travaille depuis une quinzaine d'années dans les ressources humaines. Je suis actuellement chez Isoscale, c'est une agence de data marketing et de communication. Et je développe tout un tas de projets très intéressants liés aux compétences également. Et je suis ravie de pouvoir répondre à vos questions et échanger avec vous sur ce sujet. Merci Chloé. Effectivement, ton son, peut-être, je ne sais pas si tu peux améliorer la qualité de ton son. Merci Chloé. Annie, qui es-tu? Annie, d'ailleurs, qui a réalisé la formation Media Institute il y a quelques années. Je ne veux pas spoiler, mais Tout à fait, tout à fait. important de le Merci préciser. Mathieu. Merci Mathieu, merci Media Institute et Jérôme de nous donner cette opportunité aussi pour nous exprimer sur ce sujet clé. Donc Annie Karmaza, effectivement ancien étudiant Media Institute. J'ai fait, je crois, la promotion 4. Je crois qu'on en est à la trentaine en ce moment, donc ça avance très vite. Qui suis-je? J'ai passé, moi, les 10 dernières années à travailler sur des problématiques de marketing digital, média digital essentiellement, mais aussi du média pluri, de la mesure de la performance, d'abord en régie, aviation, puis chez Bouygues Télécom en tant que responsable d'acquisition pendant 6 ans, et puis plus récemment au sein du groupe LVMH et particulièrement chez Sephora en tant que Head of Media, donc pluri. Et tout récemment, je me suis lancé à mon compte en tant que consultant en média digital pour accompagner les marques à mieux piloter leurs investissements. Et je suis toujours actuellement d'ailleurs chez Sephora en mission. Merci Annie. Et nous sommes également accompagnés de Louis. Louis, est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter peut-être? Oui, avec plaisir. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, je suis Louis Duroul. Je suis directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et e-business de Vinci Executive Education. Donc, on va dire que c'est un grand frère hein, pour la formation de Media Institute. Et puis également, en parallèle, je suis directeur associé au sein d'une agence de communication digitale qui s'appelle Pastel. Et donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin de la table ronde pour une petite conclusion. Il faut que je prenne plein de notes. Merci Louis. Donc on va commencer cette table ronde avec finalement la participation notamment d'Annie et de Chloé sur les compétences pour travailler dans le marketing digital. Je me permets de contextualiser le sujet et plus soyer finalement ce que vous a dit Jérôme tout à l'heure. Premier point, le marketeur digital, est-ce qu'il existe vraiment? C'est une question qu'on peut se poser à la lueur finalement du constat de la découpe de nos différents métiers. Au niveau marketing, vente et communication, nous sommes le silo du milieu dans lequel on va retrouver une somme d'expertise. Finalement, le marketeur digital, c'est avant tout une multitude de compétences qui vont fonctionner à l'intérieur de leur silo et qui vont fonctionner également avec les autres métiers de la filière, les métiers plus technologiques sur la partie gauche et les métiers plus liés à l'innovation sur la partie droite. On a une notion de collaboration entre les experts qui va être d'ailleurs le sujet de notre première partie d'intervention avec Annie et Chloé. Deuxième élément, on est sur des métiers en très forte croissance. Si on regarde le top 25 des métiers en croissance d'après LinkedIn sur 2023, on a 5 métiers sur 25 qui sont directement liés au marketing digital. Ça traduit une nouvelle fois à la fois le dynamisme de la filière et puis
les besoins des entreprises par rapport à ces expertises. Troisième élément, nous sommes sur un marché particulièrement dynamique. Je vous montre ici l'évolution des investissements en publicité digitale sur les 10 dernières années, en milliards d'euros. On constate que c'est un marché qui a doublé en 5 ans. On a un vrai besoin des entreprises d'être accompagnées sur ces problématiques. La publicité n'est pas uniquement liée au marketing digital, c'est une de ses composantes. En tout cas, c'est un des indicateurs qui nous montre qu'il y a un dynamisme très fort. Dynamisme très fort où les entreprises recrutent énormément. Ici, je vous montre un tableau réalisé par Page Group qui reprend une vingtaine de métiers du marketing digital avec des fourchettes de salaire. Ce qui est frappant, c'est que 70% des métiers qui sont mentionnés dans ce tableau sont qualifiés de métiers pénuriques. C'est des métiers en tension sur lesquels la recherche de profils est très dense par les entreprises, que ce soit les marques, les annonceurs, que ce soit les intermédiaires, les agences, les régies, etc. 2 ans, 2 ans, c'est quoi? C'est la durée de vie d'une compétence technique. Ça, c'est Monster qui nous le dit. C'est également l'OCDE, c'est les stats des deux organisations. Et c'est une statistique qui est liée à des compétences génériques, qui ne sont pas forcément liées au marketing digital. On peut aisément présumer qu'en marketing digital, nos compétences vont durer peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Il y a une vraie nécessité d'apprendre à apprendre. C'est du soft skills, on en parlera aussi dans la partie 2 de notre intervention. C'est nécessaire que les profils, les futurs talents apprennent à apprendre, remettent systématiquement en question leurs propres connaissances, leurs propres compétences et se maintiennent à jour. Un exemple avec un poste qui s'appelle SIA Manager, un gestionnaire de campagne d'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche. Il y a une dizaine d'années, notre SIA Manager, il faisait que du SIA. Il était SIA Manager. Aujourd'hui, c'est un profil qui va gérer l'intégralité de l'univers Google Ads, qui est l'outil d'achat publicitaire de Google, qui va lui permettre d'acheter du display bannière, qui va lui permettre d'acheter de la vidéo sur YouTube, qui va lui permettre de pousser de la publicité pour des applications mobiles et également, évidemment, l'achat de mots-clés. Donc, c'est un scope beaucoup plus large. Il y a 10 ans, notre expert SIA, il était expert sémantique, c'est-à-dire qu'il était à optimiser les différents mots-clés, avoir cette science des termes sur lesquels ces publicités, ces annonces vont s'afficher. Aujourd'hui, on est sur des campagnes automatisées où Google va, entre guillemets, décider pour nous quel placement est le plus adapté pour l'atteinte de nos objectifs de campagne. Il y a 10 ans, on optimisait tous les jours les campagnes. On calait les potards, comme on disait, pour aller dans le sens de notre objectif. Aujourd'hui, le rôle du SIA Manager, c'est essentiellement et avant tout d'alimenter l'outil avec les bonnes données. Veiller à ce que Google Analytics soit bien paramétré, soit bien branché à Google Ads, remonte les bons événements et veiller à maintenir à jour cette alimentation de l'algorithme. Plus on va nourrir l'algorithme, plus il va être performant pour votre campagne. Dernier point, il y a 10 ans, on insérait des packs de créa à l'intérieur de notre outil pour nos campagnes. Aujourd'hui, Google va créer finalement nos assets créatifs automatiquement et va afficher les bons visuels, les bons textes, suivant la personne qui est en train de regarder l'écran, son étape dans le funnel. Dernier point d'introduction, c'est la nécessité de redonner du sens. C'est aussi un point qu'on va aborder dans la partie 3 avec Chloé et Annie. Redonner du sens, ça veut dire redonner de l'attractivité à nos métiers et ça veut également dire redonner du sens par rapport à l'impact que l'on peut avoir de nos métiers. L'impact environnemental, l'impact social, l'impact sociétal. Et ça, c'est des composantes, comme l'a dit Jérôme et nous le mentionnera Louis juste après, c'est des composantes de responsabilité qu'on intègre aujourd'hui dans toutes les formations qui sont nécessaires pour former ces vigies alertes sur les sujets de responsabilité au niveau du marketing digital. Quelques éléments qui nous permettent d'introduire cet échange avec Annie et Chloé. Le premier point qu'on va aborder, c'est le passage des profils d'ultra-experts à un profil T-shape. Alors, j'introduis sans divulgacher, mais le T-shape, c'est quoi? C'est tout simplement un profil qui va avoir une expertise marquée que vous allez retrouver dans ce schéma en vertical, mais qui va avoir aussi des skills de collaboration et des connaissances sur les environnements avec lesquels il va travailler, les autres expertises. Je suis expert paid media, mais je vais travailler aussi avec mes experts social media. Ils ont un vocabulaire, ils ont des enjeux, ils ont des outils, je les connais pour bien collaborer avec eux. Annie, par rapport à tes expériences, toi, d'expert, de manager, d'équipe dans le digital marketing, est-ce que tu peux nous donner ta vision justement de l'évolution de ces besoins en entreprise et des skills que toi, tu recherches dans les équipes? C'est vrai qu'on a vécu ces dernières années une vraie transformation du rôle du marketeur et digital en particulier, parce qu'on est passé, il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années,
a un rôle très généraliste où on avait effectivement un expert en marketing qui faisait le lien avec les différents services en interne, avec le juridique, avec la finance, les équipes offres, produits, e-commerce, etc. Et qui s'appuyait beaucoup sur ses prestataires et partenaires externes qui sont l'agence, les régies, etc. Et qui maîtrisait certainement l'écosystème média digital, mais peut-être pas en profondeur, puisque tout était sur une logique externalisée. Petit à petit, on a vécu une transformation, puisque les profils qui étaient en agence et en régie, eh ben, ils sont partis chez les annonceurs. Et donc là, on a vu une transformation, une expertisation de ces profils-là, qui sont devenus très hyper spécialisés et qui étaient amenés à challenger leurs partenaires, puisqu'ils venaient de ce monde-là, donc ils étaient plus à même de mieux les challenger. Ça a amené quoi? Ça a amené une remise en question aussi parfois du rôle de l'agence et des régies, peut-être moins des régies, mais en tout cas surtout des agences, puisqu'on s'est retrouvé avec des profils hyper experts côté annonceurs, qui challengeaient l'agence et qui parfois voilà, ils remettaient en question leur rôle, ils trouvaient que peut-être que l'agence n'avait peut-être pas de valeur ajoutée. Alors, je veux pas généraliser, mais en tout cas, c'est un peu la tendance dans laquelle on était ces dernières années. Ce qui a emmené un phénomène de fond, finalement, de ces dernières années, qui s'appelle l'internalisation de l'achat média, que vous avez certainement vu dans différents annonceurs. Et il y en a plein, hein, Club Med, Bouygues Télécom, Disneyland, par exemple, qui ont internalisé l'achat média. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie achat média qui était confiée à l'agence média, eh ben, c'est l'annonceur qui l'a rapatrié chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a recruté des talents hyper experts, des traders SIA, des traders display, des traders social, et il a recruté aussi des profils de responsables d'acquisition. Finalement, c'est une création d'agence interne chez l'annonceur. Et donc là, le rôle de l'agence va changer un petit peu. On n'est plus sur un rôle d'achat média, mais plutôt un rôle de conseil, accompagnement. Et puis, il y a eu l'émergence aussi de certains cabinets de conseil qui venaient aussi challenger à la fois l'agence, puisqu'ils se positionnaient aussi sur cette logique d'internalisation, d'accompagnement et de aussi fournir aussi les talents hyper experts là-dessus. Donc, pour résumer, on est passé effectivement d'un rôle du marketeur très généraliste à aujourd'hui un hyper expert média, mais qui doit aussi à la fois être hyper expert de son métier média, mais aussi composer avec les différents services en interne qui ne sont pas experts pour le coup. Et à la différence de l'agence où on est entouré d'experts, on se parle le même langage, le challenge quand on est côté annonceur, c'est qu'il faut évangéliser certaines notions en interne parce qu'elles ne sont pas comprises. Et ça, c'est le vrai enjeu aujourd'hui du marketeur. Merci Annie. Chloé, je crois que c'est un enjeu assez similaire finalement au sein de ton organisation plutôt typée agence du coup, d'avoir des profils qui sont dans cette collaboration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta vision du sujet, toi? Là-dessus, alors pour compléter Annie, complètement, effectivement, on est sur des additions d'expertise, comme on l'a tous dit, pour donner et imager tout cela. Isoscale, c'est une agence qui a été créée il y a 4 ans seulement, qui est le fruit de plusieurs expertises qui se sont rassemblées pour pouvoir proposer plusieurs expertises de façon intégrée et pas être sur un positionnement avec plusieurs prestataires différents. Donc, on est un point de contact unique avec des solutions qui sont très sur mesure pour les clients. On va être en capacité de parler de visibilité, de notoriété. On va être capable de parler de fidélisation comme d'acquisition, d'affiliation. Donc, c'est vraiment un parti pris, un positionnement qui est devenu effectivement où on intègre toutes ces différentes expertises sans être généraliste, en étant à la fois généraliste, mais aussi en étant capable d'être très expert.
Donc, et en étant capable de se parler. Donc, c'est très important, effectivement, de pouvoir collaborer ensemble parce qu'on va aller beaucoup plus loin. On va être en capacité de dire que si un client va pouvoir, par exemple, déceler un brief, un besoin, eh bien, nous, ou alors l'agence, si elle est idéale, en tout cas, va pouvoir proposer des solutions qui vont aller encore plus loin en détectant, en faisant une étude très poussée, soit appuyer de la data notamment, sur effectivement votre concurrence, elle ne va pas, ou alors parce que votre consommateur, il n'a pas le budget. Donc, c'est tout un tas de choses qui vont assembler, mises bout à bout, permettre de répondre à plus que juste un petit besoin identifié, pré-identifié par un client. Nous, on va aller vraiment faire un diagnostic complet. Tu mentionnais, Chloé, qu'au sein de l'agence, vous fournissez différents services. Je sais qu'il y a de la créa, il y a du média, etc. Quels sont aujourd'hui les services qui sont les plus sollicités au niveau des clients et qui sont les plus à même à répondre aux besoins au sein de l'agence? Alors, les annonceurs, ils sont assez friands de l'acquisition. C'est vraiment quelque chose qui marche extrêmement bien. La perf acquisition, dans le sens où, en fait, le contexte va faire aujourd'hui qu'ils vont chercher à convertir, à avoir des consommateurs, des clients, ce soit online ou offline d'ailleurs. Donc, ils font beaucoup appel à notre agence pour ça, pour travailler sur ça. Et nous, du coup, on va bien sûr répondre à ces besoins de manière très directe. Et au-delà de ça, on va aller plus loin. Du coup, on va aussi pouvoir proposer à la fois soit des études, soit de l'intelligence marketing, finalement, ce qu'on appelle l'intelligence marketing chez nous, grâce à des études très approfondies. On va proposer aussi des recommandations stratégiques pour pouvoir aller encore plus loin, aller jusqu'à la fidélisation du marketing relationnel pour vraiment étudier le parcours client de bout en bout et offrir une expérience qui ne soit plus dans j'arrose sans forcément comprendre en termes de communication de publicité tout le monde. Je vais plutôt cibler l'audience qui est intéressée par mes produits, par mes services et créer un lien. C'est vraiment notre parti pris, c'est créer une relation étroite entre les consommateurs et les marques. Alors, on voit que la notion d'acquisition et technique d'acquisition est très prépondérante, alors peut-être aussi issue de nos profils respectifs. Annie, quelle est la principale hard skills que tu associes, toi, qui as géré des équipes acquisition, à un profil acquisition assez générique? C'est quoi la hard skills la plus importante selon toi? Là, alors évidemment, selon le besoin, il y a des profils où on va avoir besoin de hard skills hyper précis. Si je cherche un SEA manager, évidemment, je veux qu'il maîtrise parfaitement l'écosystème Google. Alors, tu l'as rappelé tout à l'heure, Mathieu, on est sur aujourd'hui un automatic bidding qui fait que le SEA manager n'est plus dans ce paramétrage manuel où il doit surveiller sa campagne au jour le jour, ou en tout cas la paramétrer et personnaliser. Tout est automatisé. Tout se fait vraiment c'est à la fois bien et pas bien, mais en tout cas, tout est confié à l'intelligence artificielle de Google qui va optimiser automatiquement. Donc, il y a quand même une maîtrise de l'écosystème, des plateformes d'achat et une bonne culture générale de l'achat média et de l'achat média, pas que digital, parce qu'on travaille aussi de plus en plus dans des logiques full funnel et donc on s'attend aussi à une bonne culture générale parce que quand je vais faire de la télé, par exemple, je voudrais qu'il y ait une synergie, parce que si je fais de la télé, admettons, sur Sephora, ça va me générer beaucoup de requêtes sur Google. Donc, il faut créer aussi cette synergie entre télé, SIA. Voilà, on tend vraiment vers de plus en plus de full funnel et de synergie entre le branding et la performance. Mais je dirais que le plus important, parce que cette partie-là, on propose aussi des formations, nos partenaires proposent des formations, et puis on accompagne aussi nos profils quand on les recrute. C'est pas le plus important. Le plus important pour nous, c'est vraiment d'avoir un chef de projet. C'est pour ça, quand Jérôme tout à l'heure rappelait le titre de la formation, j'ai bien vu qu'il a changé par rapport à mon époque, moi, quand j'étais passé chez Media Institute. Je pense que c'est aussi pour s'adapter au marché, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des profils chefs de projet digitaux, médias digital,
parce qu'on est amené à faire différentes choses dans une journée et pas, voilà, on n'est pas derrière sa machine Google à gérer les CPC, etc. Et ce qu'on s'attend, c'est vraiment ce mindset capable de gérer plusieurs projets à la fois, des projets parfois complexes. Dans un contexte, par exemple, comme Sephora, on gère 17 marchés avec des profils différents, des cultures différentes, des pays différents, des langues différentes. Et surtout des services différents. Et ce qui peut être challenging, c'est que aujourd'hui, mon SI manager, il a des projets avec le CRM, avec la finance, dans des logiques de ROAS qui intègrent la marge, ou des logiques, par exemple, avec le CRM, de recrutement de nouveaux clients ou de churn, etc. Il va signer des contrats, donc il va accompagner aussi nos achats, le juridique, aussi sur la compréhension de pourquoi on prend tel partenaire, etc. Il va participer aussi à la rédaction de ce contrat-là. Et après, il y a je dirais la base, c'est une bonne maîtrise d'Excel, aimer les chiffres, parce que c'est vraiment la base. Enfin, même si on tend vers de plus en plus d'automatisation, tout est géré aujourd'hui sur des dashboards, mais voilà, parfois, même moi, voilà, je passe beaucoup de temps sur Excel parce que c'est comme notre allié principal. Et je dirais c'est vraiment ça. Donc, un mindset de chef de projet. Et une bonne culture générale, une bonne maîtrise, c'est un plus, je dirais, de l'écosystème d'achat média. Très clair, merci Annie. Du coup, naturellement, on va glisser sur notre deuxième partie, pardon, qui va traiter des soft skills. On voit que les hard skills sont une composante très importante, hein. C'est le cerveau bleu que vous avez sur la gauche, c'est savoir opérer des outils. Je sais créer des visuels sur Canva, c'est un hard skills. Et de l'autre côté, je sais collaborer, je sais travailler en équipe, j'ai de l'empathie. Et ça aussi, c'est des compétences qui sont recherchées par les recruteurs, qu'on peut développer en tant que candidat, en tant que profil talent ou futur talent. Chloé, qu'est-ce que tu recherches, toi, comme soft skills chez les talents que tu recrutes aujourd'hui au sein de l'agence? Il y a pas mal de soft skills qu'on a beaucoup abordés depuis le début de ce webinaire. Principalement, on se répétera peut-être jamais assez, effectivement, mais la curiosité, parce qu'on est dans effectivement une époque où tout va très, très vite, tout évolue et tout change très vite. Si on n'a pas la curiosité d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir ce qui est nouveau, d'aller voir ce qui est challengeant, qui peut écraser tout le monde de manière très rapide, eh bien, on peut se faire prendre de court et être assez surpris, mais négativement. Donc, il faut vraiment être assez curieux, montrer qu'on a envie d'apprendre, mais au-delà de montrer, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher, creuser, poser des questions. Ça passe par tout un tas de leviers qui est à notre portée assez facilement aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Et ça va aussi de pair, mais l'adaptabilité, bien sûr, puisque dans tous les cas de figure, dans tous les contextes et situations, il faut s'adapter. Chaque situation est différente, chaque client est différent, chaque besoin est différent. Tout est très différent et même les personnes avec qui on travaille le sont aussi. Donc, les façons de faire qu'on va soit apprendre, soit on va voir par reproduction, mais comment font les autres, l'objectif, ce n'est pas de faire du copier-coller bêtement, c'est de s'adapter. Tout ne sera pas… voilà, il y a des nuances et l'adaptabilité est importante, que ce soit en réponse, en apport, en contribution. Voilà, il faut vraiment s'adapter dans tous les cas de figure et je pense qu'on a tous plus ou moins grandi sur ces sujets-là avec le Covid, hein, quelque part. C'est un petit peu une grosse adaptabilité très, très forte pour tout le monde. Mais je pense qu'on l'a tous bien intégré là-dessus. Donc, c'est très important. Et puis aussi, peut-être, l'écoute aussi. L'écoute, l'empathie. On est effectivement face à tout un tas de techno, une évolution très forte fait que c'est important aussi ce point-là. Donc, il faut pas oublier que dans tout ça, il y a de l'humain et que la vraie force aussi, hein, c'est qu'on est tous à collaborer les uns et les autres ensemble. On est plus forts ensemble dans une génération où on est en quête de sens, on est beaucoup plus dans le collaboratif plutôt que dans un monde plus
plus de challengeant, de concurrence. On parle beaucoup plus de partenariat, de fédérer, ne serait-ce que le vocable, on le voit. On est dans une ère très collaborative. Donc, on a tous, je pense, compris que travailler ensemble, au-delà du fait qu'on est soit effectivement concurrents, mais qu'on a un intérêt parfois commun et baisser les armes, ça fait aussi du bien. Oui, ce que tu évoques me fait penser à une punchline d'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant pas mal de temps, que tu connais bien, Chloé, parce que c'est Time One. Et il y a quelques années, on avait une punchline, c'était la performance, c'est avant tout les hommes. Un grand H, évidemment. C'était un petit peu le résumé de ce que tu es en train d'évoquer. Annie, je crois que tu es sensible alors, aux soft skills qui ont été donnés par Chloé, mais je crois qu'il y a une notion de présentation, de convaincre. Est-ce que tu peux détailler ce point-là? Oui, alors déjà, je partage complètement les soft skills détaillés par Chloé. Effectivement, la curiosité, la soif d'apprendre, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence entre un candidat qui fait le job hein, et un candidat excellent. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, marque la différence. Sur la présentation, il y a effectivement... donc, on a parlé des hard skills et donc le savoir-faire. Et ensuite, il y a le faire savoir. Et pour moi, ça rentre dans le cadre des soft skills. Le faire savoir, c'est quoi? C'est généralement, on n'est pas assez bon. Enfin, voilà, même, y compris moi, hein, on a la tête sur le guidon, on est des experts, des passionnés, on gère nos campagnes, on gère des millions d'euros tous les jours, voilà, avec des gros budgets. Mais quand il s'agit ensuite de partager, faire savoir, communiquer autour de ce qu'on fait, et pas que des résultats, hein, parce que voilà, ça peut être des learnings, on peut se planter, on fait des erreurs et puis on apprend. C'est partager autour de son projet. Et donc ça, quand on est côté annonceur et donc on compare avec les différents services, on voit qu'il y a clairement des divergences. Il y a des équipes qui sont excellentes là-dessus, il y a d'autres qui sont un peu plus invisibles, même si elles font un super job. Et donc, c'est maintenir une communication, en fait, c'est se brander soi-même. Hein, il faut vraiment avoir cet esprit de, alors soit son équipe, soit personnellement, penser qu'on est une marque et qu'on a un self-branding à entretenir. Et on choisit un angle qui nous correspond. Alors, il s'agit surtout d'être soi-même et de ne pas prendre quelqu'un d'autre. Mais il faut avoir cet esprit-là de comment je me brande, comment je me vends, voilà. Et puis, ça découle sur plein de choses, sur nos éléments de langage, notre façon d'être avec les autres, etc. Mais aussi, ce qui va être hyper déterminant, c'est que et puis, plus on gravit les échelons, notamment côté annonceur et même côté agence d'ailleurs, c'est cette notion de pitch qui va vous accompagner vraiment dans tous les échelons de votre carrière, puisque quand on est en agence, on va pitcher des clients dans le cadre justement d'appels d'offres, etc. Et donc là, il s'agit de convaincre très rapidement et d'emborder voilà, la personne qui est en face. Mais côté annonceur aussi, on a cette notion de pitch parce que souvent, on est amené à vendre un projet, à demander du budget en plus ou à justifier un résultat qui est mauvais face à un codir, face à un DG qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'a pas qui ne comprend pas forcément toutes les notions techniques. Si je me plante sur une campagne Facebook parce que le tracking, voilà, il ne va pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Donc, c'est vraiment avoir un esprit synthétique pour résumer un sujet hyper complexe avec des mots très simples. Voilà, en une phrase, qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi je devrais avoir plus de budget ou pourquoi, voilà, et ça, c'est hyper challenging parce que quand on est confronté, quand on a 5 minutes devant un codir pour vendre un projet, ça fait vraiment la différence de quand on est à l'aise ou pas à l'oral et je peux vous garantir que voilà, c'est plutôt vous le travaillez et mieux ce sera pour la suite. Et puis, clairement, même au niveau de la carrière, hein, ça fait la différence puisque vous verrez, hein, enfin, voilà, de toute façon, tous ceux qui sont dans des codires, etc., ils sont excellents à l'oral. Je n'ai jamais rencontré voilà, un codir qui s'exprime mal ou qui bafouille quand il prend la parole, etc. Ça sent le vécu, là. On sent que tu as vécu ces moments, ça c'est clair, c'est un vrai partage d'expérience. Donc, si je résume, on a la curiosité,
Donc, développez votre curiosité, faites de la veille, petit message à mes étudiants. Chloé nous renseigne aussi sur l'adaptabilité, donc essayez d'évoluer au maximum sur des contextes différents au niveau des projets. Et puis Annie nous dit aussi développer vos skills de communication, le personal branding, la manière d'exprimer, synthétiser, exprimer de manière simple des concepts qui sont parfois compliqués. Donc les 3 soft skills qui ressortent par ces 2 témoignages. Et moi, j'en rajouterai 2, Mathieu, si tu me le permets. C'est la gestion des prios. Parce que on est dans un métier qui va vite, voilà, des timings qui sont hyper serrés, et il s'agit vraiment de comment gérer mes priorités. Et ça, je crois que c'est un des sujets principaux quand je fais mes one-to-one avec l'équipe. C'est on se prend un flux, on a une bande passante qui est hyper serrée. Et souvent, là, on se dit, qu'est-ce que, voilà, je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, je suis débordé. Et c'est là, en fait, où il y a des outils. Il y a des outils, il y a des façons de faire. Il y a comment on appelle ça, la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous connaissez l'important, urgent, pas important. Bref, pour prioriser aussi ces tâches. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que plusieurs fois, je retrouve aussi des travers aussi de ce manque de gestion des prios où mon équipe va passer beaucoup de temps sur des choses pas importantes et mettre de côté un sujet hyper important et on se retrouve à le gérer en last minute. Et le dernier, c'est un petit bonus, mais c'est plus dans le secteur du luxe que j'ai aussi appris un peu chez Alvermage, c'est l'excellence dans ce qu'on délivre. On ne peut pas accepter un travail draft ou à moitié fini, etc. Et une fois qu'on a adopté aussi ce mindset-là, ça va vous accompagner dans tout ce que vous faites et dans tout le delivery que vous faites. Alors évidemment, il faut savoir, ça va ensemble, hein, c'est gérer ses priorités, parce que sinon on ne pourra pas tout faire, savoir bien synthétiser et travailler vite. Mais l'excellence, si on a tous ces soft skills qu'on a cités, on est certain que voilà, on a le super chef de projet média qui ira loin dans sa carrière. Super, merci. En parlant d'adaptabilité et de la gestion des priorités, comme le temps passe vite, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la partie 3. Je vais laisser la parole essentiellement à Chloé pour cette partie 3 qui, je pense, a pas mal d'insights là-dessus, même si je pense qu'Annie en a énormément aussi. C'est attirer, développer, fidéliser. Comment les entreprises, finalement, s'adaptent pour attirer ces nouveaux talents au regard des exigences aussi des nouveaux candidats ou leurs envies, plus que leurs exigences d'ailleurs. Et puis, comment aussi, qu'est-ce que les entreprises mettent en place, Chloé, pour accompagner les collaborateurs dans leur carrière, les fidéliser, mais aussi les développer avant tout et leur permettre justement de respecter tout ce qu'on vient de dire sur les hard et les soft skills. Qu'est-ce que tu peux nous partager, Chloé, sur ce point-là? Déjà, il y a une tendance globale, générale, sur les générations, les attentes des générations actuelles et on s'est adaptés tous, je pense, pour y répondre. Principalement, on est dans une ère où on a du choix, on va aller très vite et surtout, on a cette chance d'ailleurs d'avoir comment dirais-je, d'être outillé. Donc, on peut tout faire très, très vite en visio, par les calls, on peut se débrouiller pour aller très, très vite. Donc, il n'y a plus vraiment d'excuses pour faire des process de recrutement qui sont trop longs quand on veut recruter, par exemple. Donc déjà, ça passe pour la première chose, c'est que ça passe par un process de recrutement qui soit rapide, efficace, qui est assez déterminant. L'expérience aussi candidat est déterminant. C'est déterminant parce que il faut qu'on ait qu'une marque, qu'une société, elle montre ce qu'elle est dans son intégralité et que ce soit réellement retrouvé sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un à qui on a fait des promesses finalement en termes de culture d'entreprise, de valeurs, etc., qu'on puisse le retrouver et pas être déçu quand on arrive au sein de la société 6 mois plus tard. C'est quelque chose qui est très important d'être authentique, de montrer les coulisses, de parler des mérites quand il y en a, c'est sûr et certain. C'est quelque chose sur lequel, en termes de marque employeur, l'entreprise se doit de travailler, ça c'est une chose. Et puis en termes de processus de recrutement candidat, d'aller vite. Et après, au-delà de ça, de pouvoir maintenant aujourd'hui
proposer des modes plus différenciants, autres que la fameuse rémunération qui est un levier de motivation, qui n'est plus le troisième, premier, deuxième, troisième, mais qui descend à être un levier de motivation qui passe en quatrième position, cinquième. Devant quoi? Devant le sens au travail. Aujourd'hui, le sens, il est primordial. Bien sûr, je ne dis pas que la rémunération n'est pas importante. C'est aujourd'hui intégré pour les générations d'aujourd'hui comme du par défaut. La rémunération par défaut, elle doit être la bonne rémunération, la juste rémunération par rapport à la valeur que j'ai en tant que candidat. Et ensuite, ce qu'on va rechercher, c'est le sens au travail, les missions, l'ambiance qu'il y a au travail, les valeurs, la culture, le manager aussi. Donc, c'est un package complet de quelle est l'expérience que j'ai en tant que candidat talent. Je vais retrouver dans l'entreprise dans laquelle je vais travailler plus tard. Et c'est ce que l'entreprise doit donner. La marque, elle doit donner tout ça. Ce n'est pas juste dire ce poste, ça sera ce poste-là, ce service, cette équipe, cette rému. Non, c'est beaucoup plus. Ça va être, tu vas travailler sur le lieu de travail. Le lieu est devenu important. Si c'est du full remote ou du télétravail hybride, ça va être aussi, est-ce que, par exemple, il y a des congés spéciaux, spécifiques? On parle beaucoup maintenant, on est vraiment dans l'ère de la nouveauté, hein, mais le congé paternité, il n'a pas beaucoup d'années d'existence. Je pense que ceux qui sont très jeunes ne s'en doutent pas, mais c'est comme plein de choses qui aujourd'hui existent, qui sont formidables. C'est des avancées sociaux incroyables. Je trouve que c'est génial. Et c'est devenu voilà, de plus en plus important cet équilibre vie pro, vie perso, parce que ça compte. On ne passe plus sa vie uniquement au travail. Il faut que le travail soit vraiment le partenaire de la vie perso, en fait. Donc, il y Ça fait a beaucoup des de personnes travail qui… Ouais. pour les Ah RH. ben oui, pour le coup, on a pas mal de choses, le droit à des connexions, voilà, effectivement, on parle de gestion de priorité, donc il y a tout un tas de choses, des accompagnements, de services d'outils qui permettent d'aider, d'accompagner justement ces dérives, hein, qu'il faut contrôler, que le manager a comme rôle aussi, hein, de vérifier qu'on n'est pas en surcharge pour veiller à la santé des collaborateurs. C'est primordial, le bien-être. On est dans l'ère du bien-être, l'ère de… voilà, la vie personnelle est importante et il faut que ce soit en phase avec effectivement les projets professionnels. Merci Chloé. Du coup, pour tenir le timing, merci à vous deux, Annie et Chloé. Désolé, Annie, de ne pas te donner la parole sur ce dernier point. On a vu la notion de T-shape, la notion de collaboration dans les expertises, et ces multi-expertises. On a vu l'importance de la data, des algorithmes. On a vu les soft skills, la curiosité, l'apprentissage, l'adaptabilité. Et puis, cette dernière adaptabilité et le métier de Chloé qui évolue et qui essaie aussi de s'adapter à ces nouveaux enjeux, ces nouvelles envies des talents et des collaborateurs. Pour conclure cette table ronde et tenir le timing, je propose peut-être à Louis de nous partager son mot de la fin, qui a dû prendre plein de notes du coup, au regard de la densité de ce que l'on a évoqué. Louis, est-ce que tu veux prendre la parole? Eh ben non, Louis ne peut pas prendre la parole. Louis, est-ce que tu es avec nous? Louis n'est pas avec nous. Bien. Et je n'avais pas prévu de conclusion. Ah si, Louis est là. Si, pardon, je suis là, j'ai juste eu un petit problème technique. Je t'en prie. Merci, merci La parole beaucoup. t'est donnée. Merci Mathieu, merci à tous. Bon, effectivement, quand on voit ce panorama hein, lors de cette masterclass, on se rend compte que les soft skills ont tendance peut-être à prendre le pas sur les hard skills. Pourquoi? Parce que on voit que les compétences techniques deviennent très vite obsolètes. 2 ans, c'est sur le papier. Dans la vraie vie, on peut peut-être dire 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former d'un point de vue technique opérationnel, bien au contraire. C'est juste qu'il va falloir avoir l'état d'esprit et tu l'as dit, hein, Mathieu, la capacité d'apprendre à apprendre et se dire que l'outil sur lequel je vais me former maintenant, il faut surtout que j'aille chercher plutôt la quintessence et la philosophie de cet outil. Par exemple, quand on fait de la data visualisation, de la data vise, et c'est pour reprendre ce que disait Anna sur le fait qu'il faut être très synthétique sur les données que l'on présente, parce que forcément derrière
on doit être une aide à la décision, hein. On n'a pas besoin d'expliquer toute l'itération, tout ce qu'on a mis en place. C'est plutôt quels sont les résultats, quelles sont les prévisions, qu'est-ce qu'on peut attendre, quels sont les différents scénarios. On va pouvoir utiliser la data vis et des outils de data visualisation. Donc, un qui est très connu, par exemple, c'est un outil qui s'appelle Tableau. Tableau, aujourd'hui, il est très utilisé, on va dire, par les niveaux débutants ou quand on veut faire de la data vis fondamentale. Mais ensuite, quand on va aller plus loin, on va faire ce qu'on appelle de la business intelligence, de la BI, avec des logiciels aussi liés à ça. Mais la meilleure façon de pouvoir entrer dans la data vis, c'est de commencer par Tableau, de comprendre comment fonctionne Tableau, et ensuite, en fait, vous aurez la clé pour ouvrir ensuite toutes les autres portes de data vis. C'est valable pour quasiment tous les outils, tous les leviers du marketing digital. Mais si on n'est pas prêt à se dire, tiens, la formation que je vais faire là maintenant, là, en septembre prochain, je rejoins un Media Institute, je fais la formation chef de projet digital, en fait, dans 5 ans, peut-être que tout ce que j'aurai appris techniquement parlant sera désuet, sera obsolète. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre dans mon quotidien personnel et professionnel pour rester sans cesse à la page? Mathieu, tu l'as dit très justement, bien sûr, c'est la veille sur la culture digitale, mais c'est aussi accepter qu'on ait régulièrement des petites piqûres, des petites augmentations, des temps de formation que l'on va s'octroyer personnellement. On fait le gros module en faisant une formation type celle de Vinci ou de Media Institute, où on va se mettre dans les conditions de la formation. Et puis ensuite, on va se dire peut-être une fois tous les 6 mois ou peut-être une fois par an, on va prendre 2-3 jours, peut-être une semaine pour faire une formation complémentaire, pour aller chercher quelque chose de plus spécifique ou une accélération dans un domaine que l'on n'aura pas forcément vu l'année précédente. Et puis aussi, il faut parler ce sera ma conclusion, des compétences qui n'existent pas encore. Parce que je crois que Anna et Chloé l'ont très bien dit. En fait, ça va très vite. On est dans des quotidiens qui même s'accélèrent. D'ailleurs, on ne parle plus de transformation digitale, mais d'accélération digitale. Et donc, comment préparer l'avenir? Et j'ai même envie de dire comment anticiper et prendre un temps d'avance. C'est-à-dire, n'attendons pas que le train nous passe devant, peut-être prenons un petit peu d'avance pour aller à la même vitesse que lui et monter dans les wagons de tête. Voilà, pour la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais ça correspond à nos quotidiens. Peut-être en allant vers l'IA. En ce moment, voilà, il y a très peu, moi je connais très peu d'entreprises qui aujourd'hui ont implémenté des IA grand public tels que ChatGPT ou Midjourney, des noms que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, mais dans 6 mois, ce sera peut-être le cas. Peut-être que vous allez avoir dans votre environnement de travail ChatGPT professionnel. Et on va vous inciter à utiliser ChatGPT pour écrire vos mails marketing, ou peut-être même que vous n'aurez pas le choix. En fait, ce sera déjà intégré. Donc, si vous ne faites pas l'effort aujourd'hui d'aller faire des prompts, je peux vous dire que ce n'est pas facile de faire un prompt. Hein. Ce n'est pas l'IA qui apprend, hein, c'est nous qui apprenons à utiliser l'IA. C'est ça, ça se passe dans ce sens-là. Eh bien, vous gagnerez de l'avance et vous serez directement employable quand cette innovation sera implémentée au sein des entreprises. Ça peut marcher avec plein de technologies. On voit, et ce sera ma vraie conclusion cette fois-ci, Anna l'a très justement dit en décrivant son quotidien, que les machines font de plus en plus de choses. Tant mieux, parce que pour ceux qui faisaient du marketing digital il y a 10-15 ans, et je sais que c'est le cas de Mathieu, et je ne sais pas si c'est le cas d'Anna, mais c'était pas Jojo, hein, le marketing digital il y a 10 ans. On devait faire énormément de choses à la main, et c'était pas, on n'avait pas beaucoup de plus-value. Hein. Aller chercher les lignes de code, aller réparer les outils, aller chercher les plugins, essayer de comprendre, aller sur des forums sur Reddit pour essayer de comprendre ce qui se passe pas. Je vois Mathieu qui est en train de sourire. Non, ce temps-là, on ne le regrette pas. Aujourd'hui, on est plutôt dans la situation d'être des stratèges et des pilotes. Pour être un stratège et un pilote, encore faut-il comprendre et avoir mis les mains dans le cambouis de ce qu'on est en train de manipuler. Il n'y a que comme ça qu'on pourra acquérir la vision et qui vous permettra de devenir un manager, ou en tout cas de prétendre à des fonctions managériales. Et quand je dis manager, ce n'est pas forcément manager des équipes, c'est aussi manager des projets, la dimension projet. Si vous voulez qu'on vous confie des projets, que vous soyez autonome de A à Z dans votre façon de fonctionner et sur les objectifs à atteindre, mais encore faut-il vous en donner les moyens. Et ça passe irrémédiablement par la formation. Merci Louis. On va pouvoir clôturer cette masterclass. Merci à tous les participants, que ce soit les speakers ou les personnes qui nous ont rejoints sur la masterclass. Je pense que vous retrouverez l'intervention en replay
sur les plateformes coutumes et vous recevrez un email avec tout ça. Donc, merci à tous. Il y a quelques questions-réponses. Donc, Mélanie qui a dû partir. Merci Mélanie, du coup, pour ton petit message. Et puis, merci Claire aussi, qui remerciait Chloé de mettre en avant la vie pro et perso, qui effectivement est un sujet hautement important dans l'entreprise aujourd'hui. Donc, merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à contacter Media Institute ou De Vinci, donc Louis ou Jérôme, si vous voulez en savoir plus sur la formation et les différentes formations qui sont proposées. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.